c'est une demande de la Société d'histoire de Plessisville pour ses 30 ans de faire un retour sur l'histoire de Plessisville ou, si vous voulez, l'histoire de Somerset. Alors, donc, j'ai intitulé la conférence « Plessisville, venir au monde ». Oui, avant de commencer, j'ai aussi des remerciements à adresser. Alors, d'abord, aux 5 personnes, elles ont été nommées, mais vraiment, elles ont travaillé d'arrache-pied pour organiser cette conférence-là. Au départ, il était question de peut-être 50 personnes, puis peut-être qu'on devrait chercher une salle plus grande. Et là, vous êtes tout près de 300. Et en plus, elles ont fait du gâteau. Alors, après la conférence, quand même, hein, on va aller chercher un morceau de gâteau. Alors, Marie-Josée Dubois, Nicole Rodrigue, Louise Vigneault, Lise Lambert et Louise Autier viennent ici en avant et que vous leur réserviez un applaudissement du tonnerre. Alors, merci infiniment, vous 5. On sait à quel point vous avez travaillé, puis vous méritez ces applaudissements-là. Alors donc, on va commencer cette conférence-là. Je l'ai divisée en 3 volets. On va voir d'abord les débuts, les tout débuts. On va revenir vraiment à l'origine du territoire. On va voir ensuite qu'après qu'il y a eu un premier peuplement, la vie va s'organiser à Somerset, la vie va s'organiser à Plessisville et on va voir de quelle façon. Et finalement, il y a un personnage qui va mettre son grain de sel dans votre vie, c'est le bon Dieu, et on va voir de quelle façon ça va se passer. Donc, on commence tout de suite avec les débuts. Si on recule de 500 ans, il n'est pas question de Somerset, il n'est pas question de Plessisville, il n'est pas question de Bois-Franc. Il est question du Dakinna. C'est l'appellation que les Abénaquis ont donné à leur territoire. C'est un territoire qui est immense. Regardez, il va de l'océan Atlantique jusqu'au fleuve Saint-Laurent et il va de la rivière Richelieu jusqu'à la rivière des Etchemins ou, si vous voulez, la rivière Chaudière dans le coin de Québec. Alors, c'est un territoire qui, avant l'arrivée des Français, avant l'arrivée des Anglais, c'était donc un territoire qui était reconnu aux Abénaquis. Quand on parle de la région des Bois-Francs, vous voyez, la région des Bois-Francs, c'est le cercle noir que vous voyez dans l'illustration. Par rapport à l'ensemble du Dakinna, ce n'est pas grand-chose. Et la Croix-Rouge que vous voyez serait située très approximativement où serait située aujourd'hui l'église de Plessisville. Donc, c'est un territoire qui n'est pas très grand. À l'époque, il y avait à peu près 30 000 Abénaquis sur cet immense territoire-là. C'étaient des nomades. Ils passaient leur temps à faire des allers-retours sur le territoire. Ils étaient surtout concentrés sur la zone atlantique, mais on sait qu'ils venaient dans la région des Bois-Francs. On le sait parce qu'on a retrouvé des vestiges de cabanage dans le coin d'Inverness. On le sait parce qu'en 1802, il y a un arpenteur qui passait sur la rivière Nicolet à Victoriaville et qui a rencontré des Abénaquis et qui l'a signalé dans son rapport aux autorités. Donc, les Abénaquis, déjà, fréquentaient ce territoire-là. Mais les Bois-Francs, on s'entend, à cette époque-là, étaient une zone plutôt inoccupée. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller vers le fleuve, donc près de Québec, près de la zone où est le fleuve Saint-Laurent. On sait qu'à un moment donné, donc, les Anglais et les Français vont finir par aboutir sur ce territoire-là. Les Anglais vont principalement s'installer sur la côte atlantique, alors que les Français vont aller s'installer le long du Saint-Laurent. Et que vont-ils faire? Donc, ils vont installer des seigneuries.
Alors, des seigneuries dont il y a beaucoup de noms qui sont restés dans notre histoire. Alors, seigneurie de Nicolet, Godefroy, Bécancour, Gentilly, Lévrard, ce sont des noms qu'on utilise encore très couramment. Les Abénaquis, pendant ce temps-là, vont connaître des revers de fortune qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de raconter, mais vont trouver refuge en territoire français, vont avoir d'excellents rapports d'ailleurs avec les Français. Ils vont se retrouver principalement à Odanak, qui est tout près de Sorel, et à Wallinac, les deux points rouges que vous voyez. Wallinac, c'est tout près du pont de Trois-Rivières, à peu près à la hauteur de Saint-Grégoire. Donc, vous voyez les Français qui s'installent là, mais vous savez comme moi qu'à un moment donné, les Anglais vont conquérir ce territoire-là en 1760. Donc, les Anglais vont arriver et ils vont constater qu'il y a des seigneuries, il y a Odanak, il y a Wallinac. Dans le cas des Abénaquis, à partir du moment où les Anglais conquièrent le territoire, les Abénaquis vont être vraiment confinés à Odanak et à Wallinac. Ils étaient 30 000 au départ, maintenant ils sont environ 3 000. Alors c'est pour dire qu'ils ont vécu des situations très problématiques. Mais ce qui va intéresser les Anglais, c'est la zone en blanc, qui est pratiquement inoccupée, qui est pratiquement déserte. Alors, ils vont avoir comme dessein, comme projet, de peupler ce territoire-là. Ils nous ont conquis en 1760. Bien, en 1791, ils vont décider de diviser ce territoire-là en cantons. Alors, donc, ce sont des cantons, vous connaissez les cantons de l'Est, mais il va y avoir aussi des cantons dans la région des Bois-Francs, des cantons dont vous connaissez très bien le nom. Alors, vous allez d'abord avoir les cantons de Warwick, Tingwick, Chester, des noms que vous connaissez bien, Arthabaska, Bulstrode, Blandford, Stanford, Halifax, Inverness et saut pour Somerset, c'est donc Plessisville. Alors donc, les Anglais vont diviser le territoire en cantons avec l'idée de peupler ce territoire-là. Et que vont-ils faire? Ils vont envoyer des arpenteurs. Des arpenteurs qui ont comme mission de diviser les cantons en lots. Et dans le cas de Somerset, la division va se faire en 1804. Donc, il y a un arpenteur qui va venir. Et voyez, on a ici une reproduction, j'ai trouvé ça dans un des ouvrages que M. Gagnon nous a laissé. Donc, une reproduction du canton de Somerset qui va être arpenté, divisé en rangs et en lots. Ce que vous voyez en jaune et en vert, ce sont des lots qui vont être réservés au clergé. Alors, et là, à l'époque, ce sont des Anglais, on parle du clergé anglican. Et les autres en vert vont être des lots que le gouvernement va garder pour son utilisation propre. On va dire que ce sont des terres de la couronne. Par contre, les lots en blanc, eux, vont être concédés. Et généralement, à qui on concède ces lots-là? On concède ça à des riches spéculateurs qui généralement vivent à Québec et qui saisissent là l'occasion d'acquérir des terres à bas prix, d'attendre que l'occasion se présente pour les revendre à fort prix et faire un bon coup d'argent. Dans le cas de Somerset, il y a quelque chose de particulier et d'original, c'est que beaucoup de lots vont être concédés à des miliciens qui avaient fait la guerre de 1775. Alors, en 1775, les Américains avaient essayé d'envahir le territoire et les Anglais, qui étaient propriétaires du territoire, les avaient repoussés. Et les avaient repoussés grâce à des colons, à des paysans, à toutes sortes de gens de la région de Québec qui s'étaient portés à la défense du territoire contre les Américains. Alors, ils s'étaient fait porter, ils étaient devenus miliciens. Donc, pour les remercier, on est en 1804-1805, on est 30 ans après cette fameuse guerre-là, mais le gouvernement va distribuer, va donner des lots
aux miliciens de la région de Québec qui avaient fait la guerre, qui avaient aidé à défendre le territoire. Sauf que mettez-vous à la place des miliciens. Ils vont dire, ils sont installés, ils font leur vie, eux, dans la région de Québec. Et là, ils se font offrir un lot dans le canton de Somerset. Comment je vais faire pour me rendre là? Ben, tu t'arrangeras, il n'y a pas de route. Quand je vais arriver là, qu'est-ce que je vais trouver? Bien, tu vas trouver une terre en bois debout et tu vas devoir défricher, puis tu vas devoir cultiver. Bien, écoute, j'ai déjà ma vie faite à Québec. Que veux-tu que je fasse avec ce lot-là? Et la plupart des miliciens vont se débarrasser de leur lot, vont laisser ça aux plus offrants. Et c'est là qu'il y a des riches spéculateurs qui vont se pointer et qui vont faire l'acquisition de ces lots-là. Dans le cas de Somerset, vous voyez, la Croix-Rouge serait l'endroit où serait approximativement située l'église de Plessisville. Alors, dans le cas qui nous intéresse, dans le cas de Plessisville, de Somerset, du canton de Somerset plutôt, on parle de 3 gros spéculateurs qui sont tous dans la région de Québec. Le premier, Johann George Poser. Cet homme-là est reconnu comme étant le premier millionnaire de la ville de Québec. Être millionnaire en 1805-1810, on s'entend que c'est peut-être être milliardaire en 2023. C'est quelqu'un qui a donc une fortune considérable. Cet homme-là va faire l'acquisition de 51 lots. Et je ne vous l'avais pas dit, mais dans le canton de Somerset, en tout et pour tout, il y a environ 300 lots. Un peu moins. Mais lui, il va en acquérir à lui tout seul 51. Il va attendre quelques années et il va revendre ça au gouvernement. Je n'ai pas vu les chiffres, mais j'en ai vu d'autres et on peut supposer qu'il a fait un bon coup d'argent en revendant ça au gouvernement. Le deuxième, c'est Matthew McNider. Lui, il va acheter 18 lots, mais il va connaître un revers de fortune. Il va frôler la faillite et il va se débarrasser de ses lots. Il va les revendre à Josias Wurtel, je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin. Et Josias Wurtel va acquérir les 18 lots. Il va en acquérir même une trentaine d'autres. Donc, il se ramasse avec 48 lots. Et lui-ci va revendre ça plus tard en faisant énormément d'argent. Donc, on s'entend, le comté de Somerset est là, le comté est arpenté. Il y a des terres là, des terres de la couronne, des terres du clergé, mais il y a aussi des terres qui appartiennent à des spéculateurs. Soit dit en passant, ces spéculateurs-là, vous ne leur verrez jamais le nez dans le canton de Somerset. Là. Ils sont à Québec, puis ce qui se passe à Somerset, ça leur passe 6 pieds par-dessus les oreilles. Bon. Donc, on revient au départ. On voit nos seigneuries. Et là, dans les seigneuries, comment les choses se passent? On est aux environs de 1820. Et dans les seigneuries, ça ne va pas bien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde. L'espace seigneurial qui faisait vivre 65 000 personnes au moment de la conquête en 1760, bien là, on est 60 ans plus tard, le même espace doit faire vivre à peu près 500 000 personnes. Alors, vous comprenez qu'il y a trop de monde. Si vous êtes un jeune paysan dans une seigneurie comme Godefroy, Bécancour, Gentilly, vous vous dites, il y a trop de monde ici, il n'y a pas d'avenir pour moi. S'il y a une terre, les terres disponibles sont très rares, sont absolument hors de prix. Alors, il y a une pression là, qui est exercée sur les paysans pour dire, il faut quitter l'espace seigneurial puis aller ailleurs. Aller ailleurs, ça veut dire aller où? Et là, il va y avoir un mouvement de colonisation dans les Laurentides. Vous vous rappelez le curé Labelle? Il va y avoir un mouvement de colonisation au lac Saint-Jean. Mais il va aussi avoir un début de colonisation dans la région des Bois-Francs. Alors, les Bois-Francs, donc, ce sont les seigneuries ici, ce sont les cantons qui sont au sud des seigneuries. C'est sûr que c'est très, très attractif. Il y a des gens qui avaient déjà quitté les seigneuries et qui étaient venus l'hiver chasser dans le coin. Et ils savaient qu'ici, il y avait des terres en quantité, des terres qui étaient inoccupées, des terres où il y avait du bon bois en quantité et en qualité, ce qui veut dire qu'il y a des sols fertiles. Pourquoi ne pas aller s'installer là?
Alors donc, c'est attrayant, mais en même temps, il y a une barrière, il y a un obstacle qui est épouvantable. De quoi je veux parler? Des marécages. Alors, il y a une longue bande marécageuse qui sépare les seigneuries des Bois-Francs. Cette bande marécageuse-là peut avoir, c'est une estimation très personnelle, là, mais entre 10 et 20 km de large. Ça part de Drummondville et ça va pratiquement jusqu'à Laurier Station. Alors donc, la Transcanadienne, quand vous promenez le long de la Transcanadienne, vous avez ici même la coulée, si je ne me trompe pas. Alors, des espaces marécageux, là, vous les voyez très bien. Mais pire que ça, il y a aussi 2 savanes que vous voyez en brun foncé. Celle au nord, c'est la savane de Blandford. La savane de Blandford sépare Gentilly de Saint-Louis-de-Blandford. Et vous avez, plus au sud, la terrible savane de Stanford, qui, elle, va de Saint-Louis jusqu'à Stanford, qui est Princeville. Alors, donc, ça, c'est un obstacle majeur. C'est quoi la différence entre un marécage et une savane? C'est que quand vous embarquez dans un marécage, vous marchez dans des herbes hautes, et vous allez peut-être marcher dans des herbes hautes jusqu'aux genoux, dans la boue. Donc, ça va être une avancée qui va être très difficile. Mais quand vous mettez les pieds dans la savane, là, c'est 2 fois pire. Parce que c'est toute une végétation qu'il y a là. Il y a donc des arbustes, il y a des racines. Et quand vous avancez là-dedans, vous allez continuellement vous prendre les pieds, vous allez vous blesser, vous allez tomber, vous allez sortir de là en lambeaux et le corps couvert de boue. Donc, on comprend que les Bois-Francs, c'est attrayant, mais on comprend qu'il y a un obstacle majeur, là, et c'est un obstacle naturel, à la colonisation des Bois-Francs. Malgré tout, il y en a qui vont décider de tenter le coup. Et là, il y a des gens qui vont quitter les seigneuries pour s'en venir dans les Bois-Francs. Le premier qui va venir dans le canton de Somerset, il s'appelle Jean-Baptiste Lafont, il a 39 ans, il vient de Baie-du-Fèvre, là, tout près de Nicolet. Il va venir une première fois au mois de mars 1835. Il est accompagné de son fils aîné. Lui, il est marié à Marguerite Poirier. Il a 8 enfants. Mais la première fois qu'il vient, il vient seulement avec son fils aîné. Et là, ils vont faire une installation de fortune. Ils vont construire une cabane. Ils vont retourner le printemps suivant, 1836, chercher la femme et les enfants. Et là, ils viennent s'installer pour de bon, en 1836, dans le canton de Somerset. Il s'installe sur le 30e lot du 8e rang du canton de Somerset. Pour vous faciliter la compréhension de l'affaire, le 8e rang, c'est la rue Saint-Calixte. Et le 30e lot, pour le trouver, c'est très facile. Quand vous entrez à Plessisville par la rue Saint-Calixte, en venant de Princeville, donc en venant de l'ouest, vous entrez dans la rue Saint-Calixte et vous faites environ 300 mètres et vous allez voir une croix en pierre. Lui, donc, il est un peu à l'ouest de l'église. Donc, vous allez trouver cette croix en pierre-là. Malheureusement, l'inscription est disparue, elle a été volée, mais ça vous indique clairement l'endroit où Jean-Baptiste Lafont va s'installer. Le pauvre Jean-Baptiste, il n'aura pas une vie facile à Somerset. Il s'installe sur le lot, il construit, il défriche, tout ça. Mais le pauvre homme, il ne sait pas, mais il est sur un lot qui appartient à 2 spéculateurs, les frères Joseph et François Prince, qui à un moment donné vont mettre le lot en vente. Et là, il y a un acheteur qui va se pointer. Et l'acheteur est très intéressé par le lot, mais il va dire au vendeur, écoutez, je veux bien m'installer, mais il y a déjà quelqu'un qui est là. Et là, on va passer un contrat, et dans le contrat, il est bien indiqué que l'acheteur va laisser au vendeur le temps de faire déguerpir
un dénommé Lafont. Alors, vous voyez, laissez au dit vendeur le temps de faire déguerpir un nommé Lafont qui occupe le lot. On sait par les écrits que Jean-Baptiste Lafont a reçu une certaine compensation, mais on ne connaît pas l'ordre, l'importance de la compensation pour le travail qu'il a fait de 1838 à 1939. Et il va quitter Somerset, il va prendre le chemin de Québec. Pardon, il va prendre le chemin de Québec et on va perdre sa trace. Ce qui m'a intéressé, c'est de savoir comment les choses vont se passer en même temps que Lafont s'installe. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un mouvement migratoire qui va partir des seigneuries de Gentilly, de Bécancour, de Nicolet et autour de Baie-du-Fer pour s'amener dans le canton de Somerset. En fouillant les ouvrages de M. Gagnon, j'ai choisi de relever, et je les ai pris un peu au hasard, là, 10 couples qui vont s'installer ici à Somerset. Et M. Gagnon nous indique même le rang où ils vont aller s'installer. Alors, vous avez les noms: Julien Blanchette, Olive Wool dans le rang 9, Eustache Wool fils, Julie Mayotte dans le rang 9, Moïse Perrault, Joseph Bigot, Simon Marcoux, Marie-Louise Héon, Alexis Pratt, Marie-Josette Roberge, tous dans le rang 9. Alors, et pour moi, c'était important d'avoir des couples. Je voulais que les femmes soient nommées, qu'on n'ait pas juste le nom des hommes. On en retrouve 5 autres qui, eux, vont arriver avant 1840. Alors, François Bourbeau, Rosalie Poisson, rang 8, Damas Bourbeau, Claire Tourville, rang 10, et tous les autres sont dans le rang 8. Joseph Grondin, père, Marguerite Hamel, Joseph Grondin, fils, Marie-Louise Coulombe, Toussaint Grondin et Apolline Hébert. Alors, donc, vous voyez, et là, j'ai choisi ceux-là, mais il y en a plusieurs autres, là, mais ça aurait été trop long de tous les relever. Donc, vous avez là les noms des premiers habitants, des premiers colons qui vont traverser les marécages, qui vont traverser les savanes et qui vont venir s'installer. La grande question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment ça se passe pour ces premiers colons-là? Et là, on se rend compte qu'ils ont en partant, là, ils ont 3 grands défis à relever. Le premier, c'est se loger. Alors, se loger, ça veut dire quoi? Ça veut dire une cabane en bois rond qui est faite d'une seule pièce, de 15 par 18. Il n'y a pas de mobilier. Les lits, c'est du branchage. Il n'y a aucun clou là-dedans. Hein? Il n'y a aucun clou, il n'y a pas de clou. Alors, tout est embouffeté, c'est du bois embouté, enchevêtré. Et pour les pentures, ils vont prendre du cuir d'animal. Donc, c'est le système D là, qui doit faire appel à ça. La photo que vous voyez là nous vient, je pense, d'Abitibi. Mais je pense que c'est une représentation assez fidèle de ce que devait être la cabane, je ne dis pas la maison, la cabane des premiers colons. Et croyez-moi, ils ont gelé. Tous les témoignages, ils ont gelé. Après se loger, quel est le deuxième défi? Se nourrir. Donc, premier défi, se loger. Deuxième défi, se nourrir. On sait que les gens apportaient des provisions quand ils quittaient les seigneuries pour venir dans le canton de Somerset. Mais ces provisions-là, c'était vite épuisé. Et là, il fallait se nourrir. Et les témoignages qu'on reçoit là-dessus nous donnent froid dans le dos. On dit que beaucoup de ces familles-là ne vivaient que d'herbes, de feuilles et de racines bouillies. Il n'était pas rare d'entendre quelqu'un dire qu'il avait passé 1 journée, 2 journées, 3 journées sans manger. On dit qu'il se nourrissait aussi, surtout, d'une sorte d'ail sauvage, nourriture insupportable, surtout à cause de l'odeur qu'elle répandait. Alors, donc, se nourrir, c'est vraiment, ça va être un défi. On sait que la saison des petits fruits, les saisons des petits fruits vont être une véritable manne pour ces gens-là, mais encore là, on a le problème de la conservation des aliments. Donc, le troisième défi, c'est de se ravitailler. Alors, se ravitailler, ça veut dire retourner dans les seigneuries, traverser les marécages, traverser les savanes
Et là, l'abbé Charles-Édouard Maillotte, qui a écrit beaucoup sur les bois francs, nous dit, il fait une description du travail de ravitaillement. Il dit les hommes partaient en bande de 12-15 hommes, et là, ils traversaient les savanes, traversaient les marécages, et ils allaient se ravitailler. Mais le problème, c'était de revenir. Quand ils revenaient avec sur le dos des charges épouvantables. On dit qu'ils portaient sur leur dos 60 à 80 livres de farine et quelquefois davantage. Essayez juste de traverser sans bagage les savanes, c'est épouvantable. Mais là, avec une charge de 60 livres, de 80 livres sur le dos, ça devient carrément un exploit. Lorsqu'on sortait de ce marécage, on n'avait pas formance d'hommes. Il ne nous restait que des habits en lambeaux. Alors donc, on le voit là, venir s'installer dans les bois francs, venir s'installer dans le canton de Somerset, c'était tout un défi. C'est tout un défi. Malgré tout, on va persister et les gens vont vraiment persister à quitter les seigneuries et à venir s'installer dans le canton de Somerset. Alors, vous voyez, en 1835, Jean-Baptiste Lafont est venu pour la première fois. En 1836, il est installé pour de bon. Mais dès 1839, on a 48 familles installées dans le canton de Somerset. On a 177 habitants. On peut dire que là, il y a une vie. Hein? C'est comme quand on voit une pousse là, qui sort de terre, on dit, il y a quelque chose là. Alors, on peut dire, 1839, 1840, pour le canton de Somerset, c'est un moment important, c'est un moment vraiment où on voit que la vie germe. Et maintenant, la décennie qui va suivre va être une décennie qui va être déterminante. Donc, on va voir qu'à partir de 1840, il y a toute une vie qui va s'organiser. Et comme je vous disais, la décennie 1840-1850 va être vraiment prodigieuse pour les gens du canton de Somerset. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, oui, ça marche. Bon, pour vous donner un ordre de grandeur, en 1839, je vous l'ai dit, on était 177 habitants. 12 ans plus tard, en 1851, on est 1324 habitants. Alors donc, la décennie 1840 à 1850, est-ce que ça a été profitable? Tout à fait. Là, vraiment, on va avoir une assise solide. Alors, que va-t-il se passer pendant cette décennie-là? Bon, il y a toute une population nouvelle qui arrive. On s'entend que ce sont pour l'immense majorité des paysans qui viennent s'installer, qui viennent faire l'agriculture. Mais il y a aussi une petite bourgeoisie professionnelle qui s'installe. Alors, on voit le premier notaire, Olivier Cormier, il va ouvrir la première école en 1843, il va être le premier instituteur, il va même créer une fanfare dans Somerset, c'est quand même pas rien. Premier médecin, 1841, Joseph Béthèse, et un bedeau en 1841, c'est grande fierté. Et quelle est la grande job du bedeau? C'est de sonner la cloche pour appeler les fidèles. On a une petite chapelle, mais lui, le problème, c'est qu'il ne peut pas sonner la cloche parce qu'une cloche, il n'y en a pas. Alors, que va-t-il faire? Il va se fabriquer un porte-voix, puis il va se promener pour dire aux gens, venez à l'office maintenant, c'est l'heure. Bon, on va voir s'installer les premiers marchands. Pierre-Célestin Bourque, un dénommé marchand dont je n'ai pas le prénom, Charles Prince, qui va devenir le premier juge de paix. Et là, deux entreprises fantastiques, et c'est un peu le caractère original là, de Somerset qu'on voit. Alors, une perlasserie qui va s'ouvrir en 1838, la perlasserie de Basile-Lupien. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'une perlasserie? Bon, c'est un endroit où on fabrique la perlasse. Qu'est-ce que la perlasse? C'est un produit qu'on utilise
dans l'industrie textile en Angleterre pour blanchir et pour nettoyer les fibres. Mais la perlasse, c'est fait avec de la potasse. Qu'est-ce que la potasse? Ah, la potasse, c'est tout simplement des résidus de bois qu'on a fait brûler. Quand les colons défrichaient leurs terres, ils faisaient des abattis. Il y avait des abattis qu'on faisait brûler. On disait donc, il y a brûlis. Et les cendres qu'on avait de ces abattis-là, on les faisait bouillir. Et on obtenait un premier produit qu'on appelait la potasse. La potasse, on allait la porter à la perlasserie, et là, il y avait un deuxième traitement qui était donné à la potasse qui nous donnait la perlasse. Alors, vous comprenez que pour un paysan, il y a la ressource originale, il y a la cendre de bois pour faire la potasse qui va donner la perlasse. Et là, il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir une perlasserie à Somerset. Ça veut dire que le paysan va pouvoir prendre ses cendres et aller les faire bouillir et aller les vendre. Mais évidemment, ce n'est pas l'argent qui les intéresse. Eux, ce qu'ils vont faire, ils vont livrer ça à la perlasserie de Basile-Lupien en échange de provisions, en échange d'ustensiles et en échange de biens de consommation là, qui sont nécessaires. Bon, donc, la perlasserie de M. Lupien, qui malheureusement ne va pas être ouverte très longtemps, elle va être ouverte 4 ans, mais rapidement, il y a d'autres perlasseries qui vont suivre et ça va vraiment caractériser là, la première industrie de Somerset. La deuxième, ce sont les moulins de Joseph Champoux. Alors, Joseph Champoux, il vient de Saint-Grégoire. Il va venir ouvrir aussi, ici 2 moulins, un moulin à grains et un moulin à farine. Ces moulins-là, on s'entend pour les paysans d'ici, pour les colons d'ici, c'est une véritable bénédiction. Ils n'ont plus à traverser les savanes pour aller faire moudre leurs grains. Ils ont un moulin à portée. Et alors, la présence de ces moulins-là va littéralement transformer la vie dans Somerset. Et ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que ces moulins-là vont être opérationnels pendant 100 ans. De 1840 jusqu'à 1941, ils étaient, vous voyez donc des moulins, là, des installations de fortune, et ces moulins-là étaient installés le long de la rivière Blanche, là, près du pont Simoneau. Dernier événement qui va marquer les années 1840 à 1850, c'est l'ouverture de 2 grands chemins qui vont ouvrir les Bois-Francs, Somerset et toute la région des Bois-Francs. On va enfin pouvoir communiquer facilement avec les seigneuries le long du fleuve et avec le reste de la colonie. Donc, le gouvernement va décider de la construction de 2 grands chemins. Les chemins vont être construits entre 1845 et 1847. Alors, le premier, le chemin de Gentilly, donc ça part de Gentilly, ça va jusqu'à Saint-Louis-de-Blenford, ensuite jusqu'à Stanford et ça finit à Saint-Norbert. Alors, ça traverse les savanes, ça traverse les marécages. Vous allez me dire comment ils faisaient pour faire des chemins comme ça. À cette époque-là, il n'y avait pas la machinerie pour excaver et tout ça. Alors, ils faisaient ce qu'on appelle des chemins flottants. Alors, c'est une technique là, qui m'a été expliquée par quelqu'un au ministère des Transports, qui faisait qu'il y avait des assemblages de bio de bois là, sur lesquels on essayait de mettre comme une assise, mais c'est un chemin qui n'est pas très stable. Vous devez vous imaginer non plus là, que ce n'est pas un chemin facile à traverser. C'est un chemin qui va facilement se briser, se détériorer, tout ça. Mais il n'en reste pas moins que c'est une avancée absolument spectaculaire là, pour les gens des Bois-Francs. On peut atteindre les anciennes paroisses par un vrai chemin. Le deuxième chemin, ça va être le chemin provincial, qu'on va aussi appeler le chemin d'Arthabasca.
Alors, lui part de Inverness. Il vient jusqu'à Somerset, jusqu'à Stanford. Ensuite, évidemment, il rejoint le chemin de Gentilly. Et à partir de Saint-Norbert, il s'en va à Arthabasca. C'est le chemin Laurier. Vous savez de quoi je veux parler, là? Qui passe là, devant l'église à Arthabasca, puis devant le musée Laurier. Donc, fait important, à Inverness, ça rejoint le fameux chemin Craig que vous connaissez. Et le chemin Craig, lui, se rend jusqu'à Québec. Donc, ça veut dire que maintenant, on va vraiment pouvoir rejoindre les seigneuries sur le bord du fleuve. On va pouvoir se rendre à Québec. Et vous devez vous figurer que ça veut dire, pour les gens du canton de Somerset, c'est la fin de l'isolement. C'est un événement absolument fantastique. Et en plus, ces chemins-là vont favoriser le peuplement des Bois-Francs, puis le peuplement de tous les cantons des Bois-Francs. Donc, on a vu 1840, 1850, là, quand même une amélioration assez intéressante là, des conditions d'existence dans le comté de Somerset. Maintenant, on va voir 1850-1900. Là, on va repartir sur une nouvelle lancée. On a nos chemins, et là, on peut espérer que la vie va s'améliorer rapidement. Alors, le peuplement, lui, va grimper. Alors, vous voyez ici, en 4 ans, la population va passer de 1324 à 1700. C'est une augmentation de 450 habitants en 4 ans. C'est une augmentation de 33 en 4 ans. Vous savez, aujourd'hui, on se pose des questions sur les seuils d'immigration, comment parlons-ils français? Bon, là, c'était amenez-en du monde, on est prêt à en prendre. 1854, grande nouveauté, le Grand Tronc. C'est quoi le Grand Tronc? Le chemin de fer. Alors, le chemin de fer qui va nous relier à Québec. Ça part de Québec, ça vient jusqu'ici à Somerset, Stanford, jusqu'à Victoriaville, qui n'existe pas encore. Mais après, jusqu'à Warwick, Tingwick, Richmond, puis après ça, jusqu'aux États-Unis. Alors, c'est une avancée absolument fantastique. 1855. Oh là là, là c'est sérieux. Nous nous appellerons maintenant de façon officielle le village de Plessisville. Et c'est en l'honneur de Monseigneur Joseph-Octave Plessis, qui avait été archevêque à Québec de 1801 à 1825. Donc, ça fait 30 ans qu'il est mort, mais on veut honorer sa mémoire. Donc, il n'est jamais venu à Plessisville, là. Bon, c'est ça. Mais on va honorer sa mémoire. En même temps, comme on a une nouvelle municipalité, ça nous prend un maire. Alors, le premier maire va s'appeler Charles Cormier. Alors, c'est tout un bonhomme. Le monsieur il va fonder la Société Saint-Jean-Baptiste de Plessisville, il va être sénateur, et surtout, il va être le père de Napoléon Charles Cormier, qui va être impliqué dans à peu près toutes les aventures commerciales, industrielles, économiques et politiques du canton de Somerset et du village de Plessisville pour un bon bout de temps. Alors, ces gens-là vont être des gens très, très, très influents là, pour la suite des choses. Alors, vous voyez, Napoléon Charles Cormier, qui avait son propre commerce, c'est eux qui vont faire construire la fameuse maison Cormier que vous connaissez tous. 1861, ouverture du couvent des Sœurs de la Charité. Et la première année, le couvent des Sœurs de la Charité va accueillir 20 pensionnaires, plus une 50aine d'externes. On va faire l'éducation des jeunes filles. Alors, donc, c'est quand même... Et celui-là, ce couvent-là n'existe plus. Il a été démoli autour de 1900 et il va être remplacé par un couvent un peu plus moderne. 1862, la naissance de Jean Rivard. Est-ce que vous connaissez Jean Rivard? C'est un personnage. C'est un personnage qui est né sous la plume de Antoine Gérin-Lajoie. Et, écoutez, c'est un roman. Jean Rivard, le défricheur. C'est ce qu'on appelle un roman de terre qui fait l'apologie de la colonisation. Alors,
pour essayer de vous décrire Jean Rivard, c'est un monsieur qui est beau, qui est grand, qui est fort. Il n'y a rien qui l'arrête. Il est vaillant, il est entreprenant. Il va traverser 1000 épreuves, mais il va passer au travers. Puis, ce roman-là, comme dirait ma tante Alma, c'est à faire broyer une roche. Juste par comparaison, là, vous rappelez-vous Alexis Labranche dans les belles histoires des pays d'en haut? Bon, Alexis, là, qui était joué par Guy Provost. Ah, il n'y avait pas de défaut, ou presque pas de défaut. Tu sais, il était beau, il était grand, il était fort, fidèle en amour, fidèle en amitié, il allait bûcher, il allait à la chasse, il allait partout, il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Bien, Jean Rivard, c'est comme un Alexis Labranche, mais amélioré. Voilà. Mais c'est un personnage qui va donner un caractère original à Plessisville, parce que c'est vraiment un personnage qui va être associé au village de Plessisville. Votre commission scolaire a longtemps porté le nom de Jean Rivard, et il y a même une statue de Jean Rivard ici au centre-ville. Donc, c'est ça. 1873, écoutez, là, il y a beaucoup de commerces, d'industries qui s'installent à Plessisville, au village de Plessisville. J'ai décidé d'en relever deux. La première, ça va être en 1873, la fameuse fonderie de Plessisville. Alors, cette fonderie-là va connaître 3 emplacements différents. D'abord, elle va être située sur la rue Saint-Calixte, en plein centre-ville, pas tellement loin de l'église. Ensuite, elle va s'en aller sur la rue Savoie, là où était situé Tricot Somerset. Et le troisième et dernier emplacement, ça va être sur la rue Saint-Paul, là où il y a encore aujourd'hui des bâtiments là, de l'ancienne Forano. Et pourquoi cette entreprise-là est-elle si importante? Parce que généralement, quand on voyait ce type d'entreprise-là naître dans une région, c'est parce que des Canadiens anglais les installaient, en prenaient le contrôle et en tiraient profit. Alors qu'ici, à Plessisville, ce sont des Canadiens français qui vont prendre le contrôle de cette entreprise-là. Et là, qu'est-ce qu'on va produire? Bien, au départ, au moment où on était uniquement la fonderie de Plessisville, on va faire un peu de machinerie agricole, on va faire aussi de la machinerie pour beurrerie et fromagerie. Mais autour de 1910-1911, il y a un personnage important qui s'appelle Joseph-Albert Foran, qui va prendre les choses en main et qui va diversifier la production. Et là, il va avoir comme une espèce de boom extraordinaire. On va passer de 25 à 375 employés très rapidement. Alors, et là, vous voyez la diversification maintenant. On fait des moteurs stationnaires, on fait toutes sortes de machineries. On faisait même de la machinerie pour construction de routes. C'est quand même pas rien. Et en 1941, le nom de l'entreprise va changer. Ça va prendre le nom de M. Foran et ça va s'appeler maintenant Forano. Et donc, cette entreprise-là va avoir dans ses meilleures années, là, en 1980, on parle d'environ 1000 employés. Mais ça va être, il va y avoir dissolution et fermeture définitive en 1998. La deuxième entreprise dont je veux absolument vous parler, c'est Citadel. J'ai écrit 1928, mais en fait, Citadel, ça a été fondé en 1925. Mais ça n'a pas été, je ne veux pas vous décevoir, là, mais ça n'a pas été fondé à Plessisville. Ça a été fondé à Lévis par un monsieur Cyril Vaillancourt. On le voit ici là, avec le chapeau. Alors, c'est le gouvernement qui avait demandé à M. Vaillancourt de créer une entreprise qui aiderait les petits producteurs de sucre d'érable, de sirop d'érable, qui les aiderait puis qui les protégerait contre la voracité des gros acheteurs qui imposaient leur prix. Donc, au lieu de négocier un par un, ce que vous allez faire, vous allez créer un regroupement. Alors, M. Vaillancourt va effectivement créer ce regroupement-là. Pourquoi ça porte le nom de Citadel? Bien, parce que M. Vaillancourt, je l'ai dit, il vient de Lévis
et en face de chez lui, par sa fenêtre, que voit-il tous les jours? Il voit la citadelle de Québec, donc il ne se cassera pas la tête, ça va s'appeler Citadelle. Et dès 1928, ça a été fondé en 1925, dès 1928, on déménage tout ça à Plessisville. Et là, l'entreprise va connaître un développement là, très, très florissant. En 1932, on va créer un truc que j'adore, c'est le beurre d'érable. Ah, c'est bon. Mais bon. Et donc, l'entreprise va être très florissante. Aujourd'hui, on parle d'un chiffre d'affaires autour de 200 millions. On parle d'exportation dans 47 pays. On parle de 1500 producteurs regroupés dans cette coopérative-là. Alors, c'est quand même absolument prodigieux. Alors, on va finir ce deuxième volet-là en parlant de 3 événements majeurs dont on a beaucoup et longtemps entendu parler à Plessisville, mais dont peut-être vous n'avez pas entendu parler. Vous savez, quand on raconte une histoire, pour que l'histoire soit intéressante, ça prend quoi? Ça prend de l'amour, ça prend des difficultés, ça prend des entreprises, ça prend de la misère noire, mais ça prend des victoires. Et ça fait une histoire intéressante. Mais pour que ça soit encore plus intéressant, ce qui est très important d'ajouter, c'est de la chicane. Ah. Et là, à Plessisville, pour la chicane, dès que j'ai parlé de chicane, avez-vous, hein? Il n'y a rien qui arrive pour rien. Bon, alors, parlant de... Un peu de sérieux. Parlant de chicane, je veux vous parler du fameux Charivari de 1867. Alors, c'est quoi un Charivari? Un Charivari, c'est un crime. C'est un crime collectif qui était commis au 19e siècle. Et c'est quand une communauté était en désaccord avec une situation particulière dans la paroisse. Et quand on faisait Charivari, on voulait manifester son désaccord. Et que faisait-on? On allait à la nuit tombante chez les responsables de la situation qu'on veut décrire, et on faisait du bruit, on apportait des chaudrons, tout ce que vous voulez, et on tapait sur la maison. Je vous donne un exemple. Mettons une veuve qui se remarie seulement après 2 mois seulement après le décès de son défunt mari. Elle ne respecte pas la durée, la durée du deuil. On n'aime pas ça. Et là, on va aller la nuit, souvent on va se masquer, puis on va aller taper pour manifester notre désaccord. C'est illégal et vous pouvez être passible d'emprisonnement quand vous faites Charivari. Les gens font ça en bande, toujours. Un autre cas, supposons un vieux veuf qui marie une jeune poulette du printemps qui a à peine 23 ans. Alors, les jeunes de la paroisse vont dire « tu nous l'enlèves » et là, on va aller manifester, on va aller taper. Dans le cas qui nous occupe à Plessisville en 1867, ce n'est pas un Charivari social, c'est un Charivari politique. Pourquoi? Alors, vous voyez, c'est la représentation du Charivari là, par Edmond Massicotte. Donc, qu'est-ce qui se passe en 1867 à Plessisville? Il y a des élections fédérales. Et on est dans le comté de Mégantic. Et là, on apprend que Georges Irvine, le conservateur, passe à Pierre Onésime Trigame, où il y a l'appellation Trigame aussi, mais bon, on s'en fâchera pas là-dedans, là, on va retenir Trigame. Donc, les deux candidats se font face.
Ce qui est intéressant ici à savoir, ce qui est important à savoir, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de vote secret. Quand on votait de façon orale. Ça veut dire que tu te présentais à la section de vote, au bureau de vote, et là, il y a quelqu'un qui te disait, bon, il y a le candidat Irvine, il y a le candidat Trigam, pour qui tu votes? Je vote pour Trigam. Mais on s'entend que tout le monde, maintenant, allait savoir pour qui tu allais voter. Mais il fallait faire ça. Il fallait faire ça absolument, parce que les gens ne savaient ni lire ni écrire. Donc, tu votes de façon orale. Et ça implique quoi? Ça implique que tu peux vendre ton vote. Tout le monde sait pour qui tu vas voter. Tu peux vendre ton vote. Et ça tombe bien pour un bonhomme qui s'appelle Moïse Roy, qui va laisser entendre aux libérales qu'un petit 10 piastres qui tomberait dans mes mains, ça ferait bien mon affaire. Et le libéral va répondre que j'ai pas d'argent à donner, puis de toute façon, des amis, j'en ai plus que j'en ai besoin, je suis sûr de gagner l'élection. Alors, Moïse Roy, qui voulait vendre son vote, donc, que va-t-il faire? Il va se retourner, il va aller chez les conservateurs. Et là, le bruit va courir qu'il a reçu une quinzaine de piastres pour son vote. Et là, que va-t-il se passer? C'est que le conservateur... Oh, oui. Le conservateur va gagner. Et là, que va dire Trigam? Je me suis fait voler l'élection. C'est le George Bush de Plessisville. Bon, non, un peu de sérieux. Bon, donc, Trigam est furieux. Les libéraux sont furieux. On s'est fait voler notre élection. Et que va-t-on faire? On va faire un charivaillis. Alors, on va aller à la nuit, en bande, comme ça, taper sur la maison de Moïse Roy, et on va exiger qu'il nous rembourse les 15 piastres qu'il a reçus des Bleus. Mais là, Moïse Roy, il a peur, c'est pas trop quoi. Bon, il y a une négociation qui est entreprise, puis bon. Et là, les libéraux vont réduire leur demande. Ils vont dire, on va se contenter de 5 piastres et 4 pains de sucre. Oh! Renégociation, et il y a conclusion de l'affaire. Je vous donne 10 chelins, ce qui était l'équivalent de 10 sous. Je vous donne 10 chelins et 2 pains de sucre. Mais là, les libéraux vont exiger de Moïse Roy tu vas nous faire la promesse de ne pas aller nous dénoncer aux officiers de justice, parce qu'un charivari, je vous l'ai dit, c'est illégal. Tu peux te faire emprisonner. Alors, Moïse Roy va promettre, je ne vous dénoncerai pas. Promesse faite, mais promesse non tenue. Ah, ce qui va faire que les libéraux sont furieux, ils vont revenir à la charge. Donc, nouveau charivari chez Moïse Roy, qui s'est réfugié chez un voisin. On va se déplacer chez le voisin. On tapoche autant qu'on peut, on fait du bruit. On exige ce coup-là 4 piastres, mais finalement, ça va se régler pour une douzaine d'eux. Mais l'affaire ne finira pas là, parce que la chicane va se transporter plusieurs jours plus tard au magasin général. Le fils du candidat libéral va manger toute une volée, il va se faire assommer, il va sortir ensanglanté, il va faire un procès, le curé va venir témoigner pour les conservateurs, et tout ça va finir en queue de poisson. Mais il n'en reste pas moins que ce charivari-là a été tellement important qu'on va en parler pendant des années et des années et des années à Plessisville, au village de Plessisville. Soit dit en passant, s'il y a des gens et je sais qu'il y en a, de Sainte-Sophie d'Halifax, en 1872, la même chose va se produire chez vous. Donc, le deuxième événement dont je veux vous parler, lui, c'est un événement qui est beaucoup plus douloureux. En 1885, le fameux grand feu. Et malheureusement, on n'a pas il n'y a aucune illustration, ou en tout cas, on n'en a pas trouvé de ce grand feu-là qui va partir de la fonderie. Je vous avais dit que la fonderie de Plessisville, au départ, était au centre-ville, sur la rue Saint-Calix. Alors, le 16 mai 1885, il y a un feu qui éclate à la fonderie.
et ça va se transporter à la vitesse de l'éclair au reste du village. 60 maisons vont y passer. L'église, la belle église en pierre va être détruite. Il ne restera que les murs, le presbytère. Alors, on dit que 60% du village a été détruit. On parle de beaucoup de gens qui n'ont aucune assurance, donc qui vont tout perdre et qui doivent recommencer leur vie à zéro. Le grand feu de 1885 est un événement douloureux, très, très douloureux dans l'histoire de Plessisville. Dernier événement dont vous n'avez jamais entendu parler, mais pourtant, en 1887, le fameux pique-nique. Croyez-moi, ou pas, le vrai comme je suis là, il y a 6000 personnes qui vont s'amener au village de Plessisville pour un pique-nique. Alors, que veut-on faire? Pourquoi? C'est que c'est un pique-nique en l'honneur de Wilfrid Laurier. Pourquoi un pique-nique en l'honneur de Wilfrid Laurier? Parce que Wilfrid Laurier vient d'être nommé chef du Parti libéral du Canada. Le gouvernement, à l'époque, est un gouvernement conservateur. Les libéraux sont dans l'opposition. Mais en devenant chef du Parti libéral, ça veut dire qu'il devient chef de l'opposition. C'est le Pierre Poilievre de l'époque. En tout cas, bon, on va pas là. Mais, donc, il devient chef de l'opposition. C'est la première fois qu'un Canadien français atteint un niveau aussi élevé. Il faut célébrer ça. Et là, ça va se faire au village de Plessisville. On va faire ça dans le bocage de Napoléon Charles Cormier, le fiston qu'on avait vu tantôt. Et là, la Compagnie du Grand Tronc va offrir des tarifs réduits pour les gens qui vont venir au village. Il y a un train spécial qui va amener Wilfrid Laurier. Et là, il va y avoir une estrade d'honneur. En fait, il y a 200 invités d'honneur, des députés, des ministres, des sénateurs, même, vous voyez, grand pique-nique en l'honneur de chef de l'opposition au Parlement de la puissance du Canada. Et donc, Wilfrid Laurier, bien sûr, et le premier ministre du Québec va venir à Plessisville. Il n'est jamais venu à Victoriaville. Mais, donc, il va venir à Plessisville. Alors, c'est un grand événement. Et partout, on va pavoiser des drapeaux partout, des arches, puis, oh mon Dieu, des petits vins d'honneur. Et Wilfrid Laurier va se payer la traite. Il va faire un discours de 2 heures. Bon, je ne ferai pas ça là. Et tout ça va se terminer à 17 heures, à 19 heures, donc légèrement après souper. Et tout le monde va terminer ça en l'honneur de la reine Victoria. On va terminer ça au cri de « Vive la reine ». C'est pas beau, ça? Bon. Ah, on va faire maintenant le 3e et dernier volet de la conférence. On va parler du bon Dieu, le bon Dieu à Somerset. En fait, l'Église catholique va être en quelque sorte, qu'on aime ça ou pas, là, va être quelque part le ciment qui va tenir les gens ensemble. Alors donc, on fait un retour en arrière. On est dans les années 1820. Je vous l'ai dit, la vie est très dure dans les seigneuries. Et là, il y a des gens qui quittent les seigneuries pour venir installer des petits îlots de peuplement dans les Bois-Francs. Alors, Stanford, Somerset, dans le canton d'Arthabasca, Saint-Norbert, Tingouicoua, bon. Donc, ce sont des îlots de peuplement, mais ces îlots-là ne sont... C'est pas des paroisses, c'est pas des municipalités, encore moins des villages. Il y a peut-être 100, 150, 200 personnes par îlot de peuplement. Mais ces gens-là, on s'entend, ce sont des gens catholiques, des gens croyants et pratiquants. Ils viennent tous d'anciennes paroisses où il y avait un cimetière, un presbytère et une église avec un curé dedans. Et là, ils se ramassent au milieu des bois, il n'y a rien. Alors, que vont-ils faire? Pour démarrer l'affaire, ils vont planter des croix en bois un peu partout, à gauche et à droite.
et ils vont se rassembler autour des croix, on va dire le chapelet, on va chanter des chants religieux, on va dire des prières, mais ça ne remplace pas le curé. Et là, on va faire parvenir comme message à celui qui pourrait améliorer notre condition de croyant, on va faire parvenir comme message que tu devrais nous envoyer quelqu'un. Qui est ce bonhomme-là? Non, ça va. C'est Monseigneur Joseph Signé, qui est évêque de Québec. C'est lui qui peut décider qu'on va construire une chapelle. C'est lui qui va décider si oui ou non on va avoir un curé, s'il va être résident ou pas. Le problème de Monseigneur Signé, c'est que, croyez-le ou non, mais à cette époque-là, on parle 1820, 1830, 1840, au Québec, on manque de prêtres. Alors, Monseigneur Signé, il voudrait bien en envoyer des prêtres, mais il n'y en a pas. Puis il veut d'autant plus qu'il a peur que ces gens-là qui sont installés dans le bois, peut-être que des pasteurs anglicans pourraient passer par là puis les faire virer de bord. Donc, il tient absolument, mais là, à un moment donné, il n'y aura pas le choix. Il devra avoir recours à des prêtres qui sont déjà installés dans des presbytères le long du fleuve. Il va leur écrire et il va leur dire, maintenant, tu vas quitter le confort de ton presbytère et tu vas partir en mission. Tu vas aller dans les missions. On disait les missions. Tu vas aller dans les missions des Bois-Francs. La mission de Somerset, la mission de Stanford, la mission de Bon, ainsi de suite. Donc, ce sont des prêtres bien installés qui, les premiers, vont venir dans les Bois-Francs. Le tout premier qui vient, il s'appelle Olivier Larue, il a 38 ans, c'est le curé de Gentilly. Et là, bon, il va prendre son bâton de pèlerin. Il vient l'hiver, il ne vient pas l'été, là, quand il faut traverser les marécages, les savanes. L'hiver, le sol est gelé, donc c'est quand même plus facile. Entre 1838 et 1841, il va effectuer environ 3 à 4 passages et il va faire comme ça, donc, le tour de toutes les missions des Bois-Francs. Et là, il va faire rapport à Monseigneur Sonnet de ce qu'il voit, et en particulier, il va parler de vous autres, gens de Somerset. Alors, que dira-t-il de vous? On y voit les jeunes gens qui passent les nuits dans les danses et les veillées. Ils reviennent ensuite à travers bois accompagnés de jeunes filles. La l'ivrognerie n'y règne malheureusement que trop. Alors, rien que des belles choses. Ça veut dire que vous étiez un peuple joyeux quand même. Bon, donc, mais Olivier Larue, quand même, va demander à Monseigneur Signé de lui envoyer de l'aide. Et Monseigneur Signé va l'écouter, il va lui envoyer Denis Marcoux. Alors, Denis Marcoux, à l'époque où il va venir, il est jeune, il a 24 ans. On se dit, lui, il est vigoureux, il est en santé. Mais pas tant, parce qu'il va se faire porter malade et il va aller se reposer dans sa famille. Et là, Monseigneur Signé, il ne va vraiment pas être d'accord avec ça. Et il va lui écrire une lettre. Vous vous êtes suffisamment reposé dans votre famille. Il faut vous remettre à l'ouvrage. Il va l'écrire dans sa lettre. Vous devez reprendre la route et être rendu à destination dès dimanche prochain. Alors, donc, Monseigneur Signé, là, il n'entend pas à rire avec ces choses-là. Donc, Denis Marcoux va venir et, comme Olivier Larue avant lui, il va faire le tour des missions. À chaque fois qu'il rencontre les colons comme ça qui se regroupent, il va dire la messe, il va donner la communion, il va aller bénir la fosse d'un citoyen qui est enterré là, il va baptiser les nouveaux-nés, tout ça. Donc, il joue quand même un rôle important et les gens sont très contents de les accueillir. Le troisième qui va venir, lui, c'est pas rien, il s'appelle Clovis Gagnon. Clovis Gagnon, lui, il a tout près de 40 ans. Mais la différence avec les autres, c'est que Monseigneur Signé lui dit, tu vas aller dans les Bois-Francs, mais tu vas y rester. Ça veut dire, et là, clairement, tu vas aller t'installer où? À Somerset. Donc, il vient ici, il s'installe, et à partir de Somerset, il va desservir
toute l'émission des Bois-Francs. Et les gens vont l'adorer. On va dire de lui que c'est le plus grand, le plus intrépide, le plus infatigable marcheur que nos cantons aient porté. Alors, Clovis Gagnon, c'est le premier missionnaire résident dans les Bois-Francs qui va desservir toutes les missions, puis on s'entend qu'il va faire sa job avec ferveur. Il va vraiment y aller. Mais on s'entend que c'est quand même un travail épuisant. Et 4 ans plus tard, lui est arrivé en 1840, il s'installe à Somerset, et en 1844, Monseigneur Signé dit « Maintenant, je vais t'envoyer de l'aide. Toi, Clovis Gagnon, tu vas aller t'installer à Saint-Norbert, et à partir de Saint-Norbert, tu vas desservir les missions de Saint-Norbert, Arthabasca, Tingwick, Warwick, ainsi de suite. Et à ta place, à Somerset, je vais envoyer l'abbé Charles-Édouard Bélanger, qui, lui, va desservir les autres missions, mais principalement Somerset, Stanford et Saint-Louis. Alors, Charles Bélanger arrive, il est jeune, quand il arrive, il est dans la jeune trentaine, il a 31 ans, donc on peut supposer un homme quand même assez en forme, et c'est là qu'il va vivre le drame que je pense vous connaissez à peu près tous. Là. Alors, l'histoire va se passer c'est un dimanche, c'est le 23 juillet 1845. 23 juillet, qu'est-ce que je dis là? Le 23 novembre, mais ça change quand même. Le 23 novembre 1845. Il fait un temps pourri. Il y a un vent du nord-est, il y a une pluie mouillée qui tombe, tout ça, et Bélanger doit se rendre absolument à Saint-Louis-de-Blandford pour régler le problème d'un emplacement d'école. C'est un problème urgent. Puis il n'y a pas le temps de musarder. Là. Il faut qu'il soit revenu très rapidement à Somerset parce qu'il y a 4 mariages à célébrer le mardi. Donc, on est le dimanche. Bélanger va dire la messe, il va chanter les vêpres, il y a un mariage, il y a un baptême, tout ça va le retarder. Et il va m'emmener dans l'après-midi, il va quitter Somerset à pied. Il se fait accompagner par le notaire Olivier Cormier, parce qu'il s'en va régler à Saint-Louis un problème d'emplacement d'école. Un notaire, ça fait bien. Et en plus, il se fait accompagner d'un solide gaillard qui s'appelle Ambroise Pépin, qui connaît bien les chemins, puis la traversée de la savane, il va nous aider. Donc, on part et on s'en va jusqu'à Stanford. Ils arrivent à Stanford, et je vous rappelle, on est le 23 novembre. Ils arrivent à Stanford à 3h30 de l'après-midi. Il ne reste plus long de clarté. Le jour, le jour va tomber, la nuit s'en vient. Alors, Bélanger, Pépin puis Cormier vont faire un arrêt chez un paysan. Et là, il y a 2 hommes, un dénommé Provencher et un dénommé Goulet, qui disent « Où tu t'en vas? » « Je m'en vais à Saint-Louis. »« Ah, ben non, il est beaucoup trop tard. Il faut que tu traverses la savane, ça n'a pas de bon sens. Tu vas te perdre, il fait froid, le temps est pourri. Attends demain matin. » Mais Bélanger va s'entêter puis va dire « Non, 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 je dois être à Saint-Louis rapidement. Il faut que je règle ça. Il faut que je revienne au plus tôt à Somerset. » Et là, on va s'enfoncer. Donc, on décide de quitter Stanford et on va s'enfoncer dans la savane. Alors, vous voyez dans la savane, après Stanford, il y a une butte. Vous voyez le petit arc de cercle, c'est ce qu'on appelle la butte ronde. Et les gens savent, ceux qui sont habitués de traverser la savane, savent que là, il y a une petite élévation, puis là, on peut s'enlever les pieds de l'eau, puis on peut se reposer un peu. Et ils savent qu'encore un peu plus loin, il y a une espèce de cabane qui peut servir de refuge, qu'on appelle la cabane à Grondin. Donc, nos 3 hommes partent et ils vont se rendre jusqu'à la butte ronde. Rendus à la butte ronde, la nuit noire s'installe et là, ils ont avec eux un fanal, parce qu'il faut absolument s'éclairer, c'est la nuit noire. Et là, ils disent, bon, ben c'est le temps d'allumer le fanal. Ils vont frotter les allumettes, mais c'est un temps qui est tellement humide que toutes les allumettes, sauf une, refusent de s'allumer. Et là, on en a une, on vient pour allumer la mèche,
mais la mèche est pleine d'humidité et la mèche refuse de s'allumer. Là, on est mal pris, on est à la nuit noire. Donc, on va faire un petit caucus et que va-t-on décider? On va décider de poursuivre, puis on va essayer de se rendre jusqu'à la cabane à Grondin. Malheureusement, en marchant jusqu'à la cabane à Grondin, à un moment donné, ils vont arriver à un obstacle qu'ils vont essayer de contourner. Et là, sans trop s'en rendre compte, ils vont faire demi-tour et ils vont revenir vers Stanford. Et c'est là, chemin faisant, que le premier, Ambroise Pépin, à un moment donné, va dire, écoutez, je suis épuisé, je ne suis pas capable d'avancer, moi je vais m'étendre ici, vous autres continuez et allez chercher du secours. Alors les deux autres, Cormier et l'abbé Bélanger, continuent leur route. Et là, vous voyez où est la croix près de la Butte-Ronde. L'abbé Bélanger, qui était déjà blessé à un pied, va dire à Cormier, écoute, là c'est moi qui suis plus capable maintenant. Il va se laisser choir et il va dire à Cormier, va chercher du secours. Cormier va encore se tromper, il va faire demi-tour, il va revenir sur ses pas, et finalement, il va reprendre le chemin, sans s'en rendre compte, le chemin de Stanford. Et lui aussi, à un moment donné, il va tomber dans un bourbier, puis il va se laisser choir. Alors là, on s'entend que ces trois individus maintenant qui sont allongés quelque part dans la savane, on est le 23 novembre, il fait une température épouvantable. Et c'est là qu'au petit matin, je vous avais parlé tantôt de Goulet et Provencher qui étaient à Stanford. Goulet et Provencher, eux, commencent à traverser la savane. Et là, chemin faisant, ils entendent des grognements. Ils sont convaincus que c'est un ours. Mais à un moment donné, ils se rendent compte que non, c'est pas un ours. Ils vont vite se rendre compte que c'est le notaire Cormier. Il est en train de râler ses derniers râlements. Là. Il est en train d'agoniser. Et là, Cormier va leur faire savoir que Pépin et Bélanger sont tombés plus loin, aller chercher du secours, aller les chercher. Mais rapidement, on va se rendre compte que les deux sont morts. Alors, Ambroise Pépin est décédé et l'abbé Charles Bélanger est décédé dans la savane. Aujourd'hui, il y a un sentier qui mène exactement à l'endroit où l'abbé Bélanger est mort. Si vous voulez emprunter ce sentier-là, vous allez dans le rang 7 de Princeville, et c'est très bien indiqué, là, il y a des panneaux, sentier de l'abbé Bélanger, vous suivez ça, là, puis à un moment donné, vous aboutissez à cette croix-là qui est en plein milieu des bois. C'est l'endroit précis où il est décédé. Mais on s'entend que à Plessisville, ben, à l'époque, c'était Somerset. Le décès de l'abbé Bélanger va troubler les gens. Ça va faire mal. On va finir par lui élever une statue longtemps après sa mort, presque 100 ans après sa mort. On va quand même lui élever une statue. L'homme a connu une vie dure, il a connu une mort difficile, mais même dans la mort, il ne se reposera pas trop, parce que le pauvre homme va être enterré 3 fois. Bon. C'est que quand il est mort en 1845, les gens auraient aimé l'enterrer sous l'église, comme on faisait à l'époque pour les prêtres. Mais ce qu'on a à Somerset, à cette époque-là, c'est une petite chapelle en bois, c'est pas très honorable, donc on va se contenter de l'enterrer dans le cimetière. Mais quelques années plus tard, on enlève la chapelle en bois et là, on construit une belle église en pierre. Là, on se dit, là, on va lui rendre hommage pour vrai et on va aller le déterrer pour venir l'enterrer en dessous de l'église. Deuxième enterrement. Malheureusement, en 1885, je vous l'ai dit, il y a un grand feu qui va détruire l'église. On n'est pas pour le laisser là. Alors donc, on va le déterrer une 3e fois pour aller l'enterrer de façon définitive dans le cimetière de Somerset. Je vous ai dit qu'il est enterré 3 fois. Pour être franc, il est enterré presque 3 fois et demi. Parce que le curé de Stanford va faire pression sur le curé de Somerset pour lui dire, écoute, il ne devrait pas être dans ton cimetière, il devrait être dans le mien. Bien, c'est sûr qu'on aime toujours avoir une vedette dans son cimetière. Hein? Mais à Somerset, le curé va résister, puis finalement, Charles-Édouard Bélanger va pouvoir reposer en paix. On peut dire qu'il l'a bien mérité. Bon, on termine rapidement avec la maison du bon Dieu. Alors,
La maison du bon Dieu, au départ, en 1841, ça n'est qu'une toute petite chapelle en bois d'environ 35 pieds par 45 pieds de long par 35 pieds de large. Elle est face à la rivière, à peu près en face de l'église actuelle. Il va y avoir érection canonique en 1848 et le nom de Saint Calixte va s'installer en souvenir de Calixte Marquis, qui avait été un missionnaire là, dans la région des cantons de l'Est, puis un peu aussi dans le coin de Saint-Célestin. Il va y avoir un événement prodigieux en 1852, c'est que l'archevêque de Québec, Monseigneur Pierre-Flavien Turgeon, vient à Somerset. Et là, écoutez, l'archevêque de Québec qui vient nous rendre visite, on s'entend qu'on va pavoiser, puis il va y avoir des décorations en but en là. Et il vient ici le 23, 24 et 25 juillet. Il fait une chaleur étouffante. Il vient dans la petite chapelle en bois parce qu'il doit confirmer 463 personnes du canton. Ah, le pauvre Monseigneur Turgeon, vous comprenez qu'il étouffe, il transpire, il a chaud, et là, il va finir par dire « Ouais, ça vaudrait peut-être la peine qu'on commence à agrandir, qu'on commence à penser à agrandir. » Et là, on va démolir la petite chapelle et on va construire une église en pierre qui va être prête en 1856. Malheureusement, on n'a aucune illustration de cette église-là. Cette église-là, de 1856, elle va passer au grand feu de 1885. Donc, on va en reconstruire une nouvelle qui, elle, va être brûlée à son tour en 1898, ce qui va nous amener à l'église actuelle, qui est en fonction depuis 1901-1902. Alors donc, c'est un peu ce qui conclut votre histoire. C'est un survol rapide. Si j'avais 3 mots à retenir pour souligner votre histoire, d'abord, c'est une histoire, on le voit, marquée de courage. Là, quand vous pensez à la traversée des savanes, puis à la traversée des marécages, puis à tout ce qu'il a fallu entreprendre pour toute la persistance que ça a pris pour installer la vie à Somerset. La persistance, la ténacité, et aussi le caractère original. Pensez à des choses qui se sont produites chez vous, qu'on n'a pas vues ailleurs. Pensez à la fonderie, qui a été dirigée par des Canadiens français. Pensez à Citadel, qui est une entreprise qu'on ne verra pas ailleurs non plus. Pensez à Jean Rivard. Donc, tout ça fait que vous êtes maintenant Plaies-Civile. Merci beaucoup tout le monde.